Bonjour à toutes et à tous, ça marche Xavier. C'est un plaisir d'être présent aujourd'hui au sein de ce webinaire donc, relatif aux décrets tertiaires et aux collectivités. Alors tout d'abord, effectivement, c'est très intéressant. Donc, ce qui a été dit par M. Courreau précédemment, donc c'est assez complémentaire et de ce qui va être dit par la suite par Adviseo. Donc nous sommes Thermi Conseil. Donc pour présenter un peu rapidement l'entreprise, donc Thermi Conseil est un BET. Donc qu'est-ce qu'un BET? C'est un bureau d'études thermiques, donc qui est implanté en France depuis plus de 12 ans maintenant. Donc on se démarque donc de par notre expérience, de notre ancienneté et surtout de nos qualifications, donc d'OPQI-BI et RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Donc Thermi Conseil, le métier c'est quoi? C'est de récupérer, traiter, exploiter et organiser des informations pour permettre de réaliser des constructions et des rénovations. Mais c'est aussi l'accompagnement technique et le conseil pour mener les projets et obtenir des financements, donc ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Comme je l'ai dit, donc plus de 12 ans d'expérience, que ce soit dans la rénovation et la construction, de la maison individuelle en passant par les collectifs privés, publics jusqu'au tertiaire, plus de 40 salariés dont 20 ingénieurs, 3 sites sur toute la France. Nous n'avons pas de limite géographique, donc voilà, nos prestations sont réparties à l'échelle nationale. Nous avons cette casquette, comme je l'ai dit précédemment, d'AMO, une garantie décennale, et surtout, voilà, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, donc effectivement, les choses ont assez évolué depuis le mois de mars. Donc nous avons eu la chance d'avoir quelques contrats avec certains grosses enseignes, dont j'ai cité voilà, le nom, donc le groupe SOS, le ministère des Finances, Alliance Fromagère, Socotec, etc. Et donc, on a déjà eu quelques cas concrets. Donc ça va être très intéressant par la suite. Donc, j'en parlerai. Donc, des premiers cas concrets de décret tertiaire. Et donc, le but ici ne sera pas seulement de parler de l'audit énergétique en lui-même, bien que ce soit vraiment quasiment le 2 tiers du projet, hein, du décret tertiaire au final, puisque c'est un outil d'aide à la décision, mais je vais également parler des subtilités, les zones floues, les zones d'ambre, un peu vous éclairer sur les différents points, comme on appelle ça, les petites lignes, qui sont très importants et très déterminants pour la suite de vos projets. Parce que jusque maintenant, à travers la table ronde et de ce qui a été dit par M. Courreau, c'est très en surface. Voilà. Donc, on a parlé pas mal des aides, de l'accompagnement, etc. Mais bon, je vous avoue que le décret tertiaire est très technique. Donc, on va rentrer sur ces différents points. On va commencer avec cette première question, donc ce premier quiz. Voilà, je suis à côté de toi. Donc, on a un premier quiz que je vais. Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs. Hein. Voilà, j'ai Et si... posé une seule question, bon, qui est déjà très importante, parce qu'on parle beaucoup de 1000 mètres carrés supérieur ou égal, mais qu'est-ce que c'est réellement? À quoi correspond-elle réellement? Alors, la question, c'est Yacine, sous ton contrôle. Qu'entend-on par surface supérieure ou égale à 1000 mètres carrés? À quoi correspond-elle réellement? Surface chauffée hébergée par une activité tertiaire, surface non chauffée hébergée par une activité tertiaire, toute surface chauffée et non chauffée hébergée par une activité tertiaire. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Hein. Une seule réponse possible, effectivement. Ouais. Ah, je vois que ça bataille entre deux réponses. Là. Allez, on vous laisse 10 secondes. 9. C'était un peu vache pour nous, hein, Yacine. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Ah ben ça y est, ça continue à noter. Oui, parce on est une centaine, donc ça prend du temps. Voilà, et je vous partage les résultats. Alors, Yacine, quelle a été la bonne réponse? Là, tu es sur la page, la Le diapo public d'après. a raison. C'est bien la réponse C. Quand je dis le public a raison, donc la grande majorité. Alors, je vais l'expliquer par la suite. Donc voilà, réponse C. Donc, on n'est pas seulement sur de la surface chauffée, ni sur de la surface non chauffée, mais bien sur de la surface chauffée et non chauffée, à condition que sur cette surface, l'activité exercée, il y ait une activité tertiaire. D'accord? Je développerai la réponse par la suite, d'accord? Là, vous avez la réponse, donc on verra par la suite. Là, on va parler un peu des différents enjeux, donc ce qui est très important. Donc, pour savoir, si vous voulez, l'enjeu énergétique du décret tertiaire est lié à d'autres enjeux. Tout d'abord, il faut mettre les mots dans leur contexte. On parle beaucoup du décret tertiaire, mais le mot a été cité précédemment. Ici, ces obligations sont liées au dispositif éco-énergie tertiaire. D'accord? Donc, c'est ce terme-là qui est utilisé. Et donc, l'enjeu énergétique qui est lié à d'autres enjeux. Donc, il y a le développement durable,
d'accord, l'empreinte environnementale, un enjeu de valorisation du patrimoine, la conformité, d'accord, donc des réglementations environnementales en vigueur, et les enjeux financiers. D'accord. Donc là, on vise vraiment tout type de public, vraiment qui sont sensibles soit à l'aspect environnemental, l'aspect valorisation, valeur verte, l'aspect conformité et surtout aussi l'aspect financier. D'accord. Puisque tout à l'heure, on a beaucoup parlé des aides et des temps de retour relativement rapides. D'accord. Donc voilà. Donc c'est là que je vais compléter ma réponse par rapport au quiz. Donc, à défaut de se répéter, donc juste par rapport à qui est concerné, on a parlé des propriétaires donc, et des locataires et des preneurs à bail. Donc, on parle de répartition donc, et clarification des actions. Donc, si vous voulez, cela va dépendre déjà, tout d'abord, si le propriétaire est déjà occupant, la question ne se pose pas. Donc, voilà, toutes les tâches lui incombent, sauf bien sûr s'il préfère, si vous voulez, déléguer certaines prestations donc à un potentiel prestataire. Mais sinon, dans le cas, par exemple, d'un preneur à bail, d'un locataire au sein d'un bâtiment, il faut voir déjà par rapport au bail qui a été établi au départ, lors de la mise en location. Ensuite, dans tous les cas, les deux acteurs, quand je dis les deux acteurs, donc le propriétaire et les locataires, sont concernés. Ensuite, bien sûr, il y a une concertation entre ces deux personnes pour justement savoir qui va faire quoi au final, puisqu'on va départager les tâches pour tout ce qui est, par exemple, de la transmission des données, d'aller récupérer les données voilà, chez le fournisseur, de contacter voilà, le bureau d'études qui va réaliser l'audit énergétique, etc. Voilà. Donc tout ça est fait à travers une concertation vraiment entre le proprio et le locataire. D'accord. Donc tout ça, il faut que ça soit vraiment clarifié dès le début, hein, pour savoir voilà, qui va faire quoi et pas se retrouver par la suite perdu sur certaines tâches qui n'auraient pas été réalisées. D'accord. Ensuite, comme vous le savez, le dispositif incombe donc au privé et au public. Et le troisième point, voilà, donc on est bien sur une surface supérieure ou égale à 1000 m². Donc on parle de surface plancher cumulée. Donc c'est vrai que jusque maintenant, les gens ont tendance, j'ai vu d'ailleurs pas mal de réponses A. L'audit énergétique, effectivement, est beaucoup lié aux surfaces chauffées. C'est ce qu'on a fait jusque maintenant, puisque les différents postes qui étaient utilisés étaient le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement. D'accord. Donc forcément, on parlait beaucoup de surface chauffée. Sauf que maintenant, il y a une certaine subtilité. On parle de surface où une activité tertiaire est hébergée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple concret. Donc, on a un projet actuel dans lequel on a un premier bâtiment administratif. D'accord. Ce bâtiment fait 700 mètres carrés environ. 700 mètres carrés environ, vous me direz, il est pas assujetti au décret tertiaire. Sauf que vous avez dû entendre parler de la fameuse unité foncière. À 50 mètres plus loin, il y a l'atelier de production. Alors là, c'est tout ce qui est machinerie, etc. Sauf que ce bâtiment fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Alors, la surface qui va être prise en compte est la surface cumulée. D'accord. Donc, on sera sur 700 mètres carrés plus, par exemple, 1500 mètres carrés environ. Donc, on sera sur à peu près 2200 mètres carrés de surface assujettie. Pourtant, dans cet atelier-là, on n'a pas forcément des surfaces chauffées. On a, par exemple, des sortes d'ateliers ouverts sur préau dans lesquels on n'a que de l'éclairage. Mais l'éclairage, ça reste une consommation et c'est l'usage électrique. D'accord. Et si vous voulez, on a également les automates de manutention. D'accord. Et là encore, on a un usage électrique. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, il faut faire très attention sur cette notion de surface. D'accord. Ce n'est pas une notion de surface chauffée, mais bien de surface d'activité tertiaire hébergée. OK. Voilà. Ensuite, pour le troisième point, bâtiment construit avant le 24 novembre 2018. J'ai mis un petit point d'interrogation parce que d'après les derniers éléments, cette condition est caduque et il me semble que les bâtiments qui sont postérieurs à cette date seront assujettis, à confirmer. Vous verrez un petit tableau sur la droite sur les fameuses exceptions. Hein. Bien sûr, voilà, tout le monde n'est pas forcément assujetti. Hein. Tout ce qui est construction provisoire, les lieux de culte et les bâtiments voués à la défense, à la sécurité civile ou à la sûreté intérieure ne sont pas concernés par le décret tertiaire. C'est les quelques exceptions qu'il y a. On va rentrer un peu dans la technique et sur la subtilité parce qu'on parle beaucoup de 40, 50, 60%, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des méthodes adaptées pour chacun. D'accord. C'est qu'on ne vous impose pas tel et tel pourcentage à telle et telle année, si vous voulez. Selon le type de bâtiment, on prendra la méthode la plus adaptée. D'accord. Comme vous pouvez le voir, on a deux méthodes. D'accord. On va essayer d'aller au plus simple. La méthode relative,
et la méthode absolue. Donc, la méthode relative, comme vous pouvez le voir, c'est la méthode qu'on entend partout. Moins 40% en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60% en 2060, en 2050, pardon, autant pour moi. Et si vous voulez, sur cette méthode relative-là, concerne principalement les bâtiments anciens, donc très énergivores. Forcément, sur un bâtiment ancien, si on part d'une consommation, parce que forcément, qui dit bâtiment ancien dit bâtiment très énergivore. Après, bien sûr, si des travaux ont été apportés, c'est autre chose. Mais qui dit ancien dit très énergivore. Donc, très énergivore, consommation importante. Donc, il est très simple de partir de cette consommation et d'obtenir 40% d'économie. Contrairement à un bâtiment relativement récent, qui daterait de, par exemple, postérieur à 2012, donc voilà, qui respecte, par exemple, l'RT 2012, bah, celui-ci, ce sera un peu compliqué de se pencher vers la méthode relative, forcément, puisque les consommations sont déjà relativement faibles. Donc, de là à prendre 40% sur cette consommation de référence, c'est très compliqué. C'est pourquoi on a mis en place une méthode autre qui est la méthode absolue. Donc, comme vous avez vu, bâtiment récent, peu énergivore, qui est plus adapté. Donc, vous voyez RT 2012, RE 2020, RE 2030. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas ces objectifs-là qu'il faut atteindre. Si j'ai mis ça, c'est pour que vous compreniez qu'on essaie d'avoisiner les seuils de consommation de ces réglementations thermiques-là. D'accord? On essaie de s'apparenter, d'avoisiner, de s'approcher des valeurs qui sont imposées par rapport à ces réglementations thermiques actuelles et futures. D'accord? Donc, si vous voulez, pour la méthode absolue, pourquoi tout à l'heure j'ai parlé d'adaptation? Donc, si vous voulez, sur cette méthode absolue, elle est adaptée en fonction de chaque activité. D'accord? Sur chaque activité, on aura un seuil bien spécifique. Pour l'instant, sur les arrêtés, on a déjà les bâtiments primaires et secondaires, donc d'accord, les bâtiments d'enseignement sur lesquels on a déjà sorti les valeurs à ne pas dépasser, donc les seuils. Également pour les hôtels et les bâtiments et services publics. On attend encore certains arrêtés pour les autres types d'activités. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour ceux qui seraient intéressés voilà, par la suite et qui cherchent à connaître un peu plus, on va dire, de manière approfondie voilà, cette méthode-là, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Donc, sur le côté gauche, donc, j'ai expliqué un peu l'explication sur les deux différentes méthodes. De toute façon, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, pour ceux qui rempliront le formulaire, vous aurez accès à ce document-là. Donc, on passe à la suite. Donc là, comment atteindre ces objectifs? Donc le décryptage du dispositif éco-énergie tertiaire. Alors pour la plupart, et c'est bien, ça a été dit au niveau de la table ronde, il ne faut pas être effrayé par ce décret tertiaire parce que forcément, qui dit 40%, 50%, 60% dit forcément de gros travaux. Qui dit gros travaux dit gros financement. Et forcément, voilà, ça en effraie plus d'un. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cela va se faire de manière graduelle, crescendo si vous préférez. Les travaux qui tourneront autour du décret tertiaire passeront tout d'abord par donc, les deux derniers points, donc si vous voulez, les modalités d'exploitation des équipements et l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. Donc, si vous voulez, c'est les deux parties qui nécessiteront un financement très faible, voire inexistant. Donc, le dernier point qui est l'adaptation des locaux et l'aspect comportemental joue un rôle très important, voire déterminant sur les consommations. Donc, à savoir, je ne sais pas, moi, la configuration de vos ordinateurs par rapport à la mise en veille, les éclairages, le détection de présence, voilà, toutes ces petites choses-là, d'accord? Le deuxième point, donc on va dire le troisième point sur cette liste, les modalités d'exploitation des équipements. Alors, ça a été justement évoqué par rapport au contrat d'exploitation, par exemple. Ce sont des choses toutes simples, mais qui permettent justement un gain très rapide et des investissements très faibles, encore une fois, voire inexistants. Donc, c'est très intéressant. Et ensuite seulement, si vous voulez, grâce aux gains que vous obtiendrez de par ces deux parties-là, si vous voulez, on pourra financer, pourquoi pas, l'installation d'équipements performants. Donc, CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et les dispositifs de contrôle de gestion active des équipements, tout ce qui est GTB, la régulation, donc la gestion technique des bâtiments. Et la performance énergétique des bâtiments, tout ce qui est enveloppe thermique, charge d'ensoleillement, etc. Donc tout ce qui est isolation des murs, isolation des plafonds et des sols. Tout à l'heure, j'aimerais juste rebondir sur ce que M. Gallet a dit, sur l'exemple du gymnase. Donc très intéressant comme exemple. Donc il a dit comme quoi un système de chauffage complet avait été installé au niveau de ce gymnase-là qui a permis justement des gains très importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre bien spécifique. D'accord? D'un point de vue thermique,
on ne peut pas, si vous voulez attaquer les systèmes de chauffage, d'eau chaude ou de refroidissement d'un bâtiment sans avoir attaqué en amont l'enveloppe thermique. Vous vous en doutez bien. Il faut d'abord, dans un premier temps, limiter les déperditions thermiques, donc ce qu'on appelle la passoire thermique. Donc, il faut obstruer, colmater tout ça à travers l'isolation. Donc, on abaisse la consommation énergétique et les déperditions. Et seulement à partir de là, on va installer un système de chauffage adapté. Quand je dis un système de chauffage qui soit double service ou triple service, hein, voilà, ça peut arriver, et qui soit adapté. Donc avec une puissance adaptée en fonction de la puissance actuelle qui sera fortement réduite grâce à l'enveloppe thermique. D'accord? Parce que si on commence à installer des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation sans avoir joué sur tout ce qui est enveloppe, quand je dis enveloppe, donc c'est également les fenêtres, hein, bien sûr, les isolations, on sera soit surdimensionné ou sous-dimensionné si par la suite on compte justement isoler le bâtiment. D'accord? Très important. Et donc, si vous voulez, tout ça passera par un plan d'action pluriannuel. Donc, tout ça, bien sûr, l'audit énergétique prend en considération toutes ces parties-là. Donc, encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision. Et on pourra voir, si vous voulez, le gain énergétique, le gain financier et le gain environnemental. 3 points très importants dans le cadre du dispositif de l'écoénergie tertiaire. Donc, si vous voulez, l'audit énergétique ressortira tous ces gains à travers chaque travaux, d'accord, et par scénario, puisqu'il y aura également des axes d'amélioration qui rentreront dans des bouquets de travaux, d'accord. Bien sûr, vous vous en doutez, vous avez le droit justement à des modulations d'objectifs. Comme son nom l'indique, hein, ça veut tout dire. Hein, voilà. Donc, vous avez le droit à une modulation d'objectifs. Cette modulation d'objectifs peut être basée, s'appuyer sur, par exemple, les contraintes architecturales, les contraintes financières et les contraintes techniques. Pour expliquer les contraintes techniques, bah, écoutez, ça peut être des travaux qui peuvent être relativement intéressants d'un point de vue thermique, mais qui derrière génèrent des pathologies au niveau du bâtiment. Je prends un exemple, par exemple, des pathologies, des points de rosée, des points de condensation au niveau des bâtiments suite à une isolation. Donc ça peut être justifié de par un audit énergétique et expliquer comme quoi il n'est pas possible de faire tel et tel travaux. Et donc ça rentre dans le cadre d'une contrainte technique. Et donc là, à partir de là, vous aurez le droit à une modulation d'objectifs. La contrainte architecturale, bah, comme son nom l'indique, c'est l'aspect esthétique, hein, c'est-à-dire que c'est une conservation du patrimoine. Hein, voilà, on préserve le patrimoine, on ne doit pas y toucher, donc on ne peut pas faire tel et tel travaux, d'accord? Ce qu'on appelle la contrainte architecturale. Et pour finir, la contrainte financière. Donc la contrainte financière, c'est ce qu'on appelle les temps de retour disproportionnés. Donc il peut arriver que certains travaux apportent effectivement un gain énergétique, mais au vu du temps de retour derrière, qui est très élevé, ce n'est pas intéressant. Donc il y a une disproportion par rapport à ces deux composantes-là. Alors ce qu'on entend, pour entrer un peu dans le détail, ce qu'on entend par disproportionné, par exemple, pour tout ce qui est gros travaux, quand je dis gros travaux, c'est l'enveloppe thermique du bâtiment, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, tout ce qui est menuiserie, isolation des murs, etc., ça coûte relativement cher. Donc, si les temps de retour sont supérieurs à 30 ans, alors là, vous pouvez rentrer dans ce cadre de modulation d'objectifs de la contrainte financière. C'est réduit à 15 ans pour tout ce qui est changement d'équipement. Donc, si par exemple, l'exemple de M. Gallet tout à l'heure sur les systèmes qui ont été installés au niveau du gymnase, si le temps de retour est supérieur à 15 ans, il peut y avoir une demande de modulation qui s'appuie sur la contrainte financière. Et pour finir, le troisième point, 6 ans pour tout ce qui est travaux donc d'équipement, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'exploitation des équipements, le contrat d'exploitation, tout ce qui est petits travaux, les quick wins, etc. Si c'est supérieur à 6 ans, ça peut rentrer dans ce cadre-là. D'accord? Et bien sûr, vous avez 5 ans à partir de 2022, hein, donc là, ça va être 2026, pour pouvoir déposer votre dossier. Et ça, c'est l'échéance. D'accord? Pour l'échéance, par exemple, 2040, il faudra déposer votre dossier avant 2036. D'accord? Donc au 31 décembre 2036, quand je dis 2036. D'accord? Sur la plateforme Opérate, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut, si vous voulez, saisir sur cette plateforme-là gérée par l'ADEME? Donc les données bâtimentaires, donc à savoir la description des bâtiments. Donc ça, on peut d'ores et déjà, et vous pouvez d'ores et déjà le faire, d'accord? Donc vous rentrez les adresses, les bâtiments
qui sont concernés. Bon, pour ça, bien sûr, il faut définir le périmètre, hein, mais voilà, ça, c'est aussi un boulot relativement important. Mais voilà déjà ce qu'on peut faire sur la plateforme Opérate, qui est de décrire, enfin, rentrer les bâtiments, les données des bâtiments, les surfaces, les activités qui sont exercées. Voilà. Et de toute façon, M. Courreau a bien indiqué tout à l'heure donc la chronologie des choses, hein, voilà, à savoir ce que vous pouvez d'ores et déjà et qu'est-ce que vous pourrez saisir par la suite. Donc, les justificatifs de consommation de l'année 2021 pour tout type d'énergie, puisque maintenant, puisque ça a été repoussé à 2022, il faudra rentrer également la consommation de 2021. Troisième point qui est la déclaration de l'année de référence entre 2010 et 2021, mais j'aurais plus tendance à dire 2011-2021 pour suivre un peu ce qui a été dit par M. Courreau de chez Enedis. Alors, je préfère rester, ou du moins rester un peu plus longtemps sur cette partie-là, qui est l'année de référence, qui est très, très, très déterminante par la suite, puisque justement, c'est cette année-là sur laquelle nous nous appuierons pour préconiser les axes d'amélioration et obtenir les différents gains énergétiques, financiers et environnementaux. Et justement, cette année de référence-là peut également, et sachez-le, permettre d'économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est pour ça, ce qui rappelle donc justement la nécessité de se faire accompagner justement sur cette prestation-là. C'est très important. Et bien sûr, il faudra choisir également la méthode choisie, donc relative ou absolue, ce dont je parlais tout à l'heure sur la plateforme. Et là encore, ça nécessite, j'essaie d'être un peu plus, essayer de ne pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, c'est que ça reste quand même une partie relativement compliquée par rapport à cette méthode. Parce qu'il faudra justement tester les deux méthodes et voir qu'est-ce qui est la plus abordable et la plus appropriée par rapport au type de bâtiment, au type d'activité, de surface, d'année d'ancienneté, etc. D'accord? Donc, on voit bien au-dessus, hein, première transmission donnée avant le 30 septembre 2022, bien que des données peuvent être, encore une fois, saisies avant cette partie-là. Voilà à peu près l'accompagnement donc voilà, chez Permis Conseil, hein, voilà, puisqu'on a déjà eu des cas de décret tertiaire hein, depuis mars, donc ce qui est intéressant, donc on sait de quoi on parle. Donc voilà, on s'occupe, si vous voulez, de l'intégration des années de référence. On vous assiste justement dans la démarche de transmission des données. Troisième point, l'identification des plans d'action d'ordre énergétique et mise en place d'un plan d'action chiffré avec valorisation des C2E, entre autres. Donc l'ingénierie financière est automatiquement prise en compte dans les audits énergétiques par rapport au calcul des temps de retour, bien sûr. Mais cette partie-là, justement, c'est celle-ci qui fait référence à l'audit énergétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'audit énergétique représente quasiment 2/3 du travail complet, puisque c'est cet outil d'aide à la décision qui va ressortir tous les résultats, tous les gains financiers, énergétiques et environnementaux à travers donc les travaux qui seront préconisés, puisque les bâtiments sont modélisés en dynamique. Donc, sans rentrer dans la technique, on modélise le bâtiment et ensuite, grâce justement aux factures qui vont nous être transmises, on va pouvoir recoller les consommations théoriques, donc ce qu'on obtiendra sur la partie audit énergétique, sur la simulation, et les factures réelles, d'accord? Et ensuite, on va créer justement on va faire un recollement entre ces deux factures pour obtenir justement une cohérence et un pourcentage de recollement qui soit très faible, inférieur à 5% pour la majorité du temps sur nos projets. Et seulement à partir de là, une fois que c'est recollé, c'est-à-dire qu'on part d'une base réelle, puisque notre bâtiment est bien représentatif de la réalité, seulement à partir de là, nous préconisons les différents travaux. Et là, justement, on pourra ressortir les différents graphes, les histogrammes, les différents gains, etc., à travers chaque travaux indépendamment et par scénario de travaux. D'accord? Voilà l'importance vraiment de l'audit énergétique. Ensuite, sur l'accompagnement, bien sûr, derrière, il y a un suivi de l'atteinte des objectifs. Donc, c'est la subtilité comme aussi de ce décret tertiaire, hein, qui n'est pas comme ce qui était, par exemple, pour prendre à titre d'exemple la loi d'ADU, donc qui obligeait certains acteurs du tertiaire à réaliser un audit énergétique, mais qui derrière, il n'y avait pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire de réalisation de travaux, mais surtout, mais seulement de réalisation d'un audit énergétique. Bien sûr, il y avait toujours cette démarche d'outil d'aide à la décision, mais il n'y avait pas d'obligation de réalisation de travaux derrière. Alors que là, c'est le cas.
Et pour en revenir justement à l'ingénierie financière, nous sommes justement en étroite collaboration avec certains financeurs tels que Espelia, Letton, Atrium, pour certains qui connaissent. Et si vous voulez, ces personnes-là financent les audits énergétiques, puisque tout à l'heure, nous parlions des financements, de l'audit, mais sous obligation de résultat. Puisque le décret tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire oblige justement d'ici 2030 euh, voilà, hein, un gain énergétique d'environ 30%, donc une obligation de résultat, ça tombe bien justement avec les conditions émises de par les financeurs qui viennent justement vous financer l'audit dans leur globalité. C'est-à-dire qu'on vous finance en échange d'obligations de résultat, c'est-à-dire de réalisation des travaux. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, le dernier point qui est l'assistance dans le déploiement d'une démarche qualité de management énergétique. Donc, je laisserai le soin à mon confrère, donc M. Gounon, qui en parlera par la suite, qui est un point également indispensable, très, très indispensable, puisque sans cette partie-là, de toute façon, vous ne pourrez pas avancer. D'accord? Il vous l'expliquera par la suite. Un exemple concret que j'ai réalisé récemment, donc un bâtiment qui appartient justement au ministère donc, des Finances. Donc le bâtiment est occupé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Donc le bâtiment est situé sur Montreuil, un bâtiment d'environ 30 000 mètres carrés. Donc pour vous laisser à peu près pour vous laisser visualiser un peu la chose. Donc un bâtiment dans lequel il y a énormément d'activités, plusieurs différentes activités entre les bureaux, la restauration, les salles de sport, les parkings, etc. Donc ce bâtiment-là, comme vous le voyez, ce n'est pas un simple dessin, c'est-à-dire qu'on voit une modélisation 3D, mais sur cette partie-là, en fait, sur cette modélisation-là qui est issue du logiciel, toutes les variables d'influence, si vous voulez, y sont affectées. Si vous voulez, on va rentrer à l'intérieur le taux d'occupation, le type d'usage, le taux d'occultation des fenêtres, la température de consigne à tel et tel endroit. Également, on va prendre en compte toutes les natures des parois, donc tout ce qui est mur, sol, toiture, les types de menuiserie. Donc toutes ces variables d'influence technique, si vous voulez, sont rentrées à l'intérieur. Et c'est à partir de là que nous faisons les calculs en affectant justement les différents travaux et voir l'impact énergétique, financier et environnemental. Donc voilà à peu près à titre d'exemple les gains qu'on peut obtenir, si vous voulez, sur le premier scénario. Donc ça, c'est qu'un seul scénario. Hein. Après, bien sûr, il y a, par rapport au décret tertiaire, on peut aller sur 3, 4, 5 scénarios. Cela dépend voilà, des objectifs de chacun et surtout de la manière dont on veut aborder le projet, puisque tout cela vraiment dépendra du type de projet et de ce qu'il présente en termes de consommation énergétique. Par exemple, là, on voit sur la droite quelques histogrammes. Le premier histogramme, par exemple, concerne les gains énergétiques. Chaque point, donc A1, A2, A3, A4, correspond à un travaux indépendant. D'accord? Donc là, on a par exemple préconisé de l'éclairage LED, un changement, si vous voulez, du contrat d'exploitation, un changement par exemple de l'aspect comportemental, un départ du chauffage qui soit justement graduel, c'est-à-dire au lieu d'avoir un chauffage qui démarre de 7 heures à 8 heures, qui passe de 16 à 21 degrés, par exemple, en température de consigne, donc ce qui fait quand même 4 degrés en une heure, donc ça fait une consommation très importante déjà en termes par rapport au circulateur et par rapport à la chaudière et au brûleur, ça dépend du type de projet. Et c'est pour ça, donc nous avions préconisé justement quelque chose qui soit plus échelonné, donc par exemple que le chauffage monte graduellement de par exemple 5 heures du matin jusqu'à 8 heures, donc par exemple pas de 0,5, 0,8 degrés ou par pas de 1 degré, ce qui permet justement d'avoir une température qui soit homogène au final, d'accord, puisqu'en une heure, il n'est pas possible de chauffer toutes les surfaces, d'accord. Et si vous voulez, donc on peut voir le gain énergétique. Et à la fin, donc on a le scénario. Donc scénario 1, ça correspond, si vous voulez, à l'ensemble des travaux de A1 à A4. D'accord? Et on voit que le gain énergétique est relativement important. On est sur un peu plus d'1 mégawattheure d'énergie primaire par an sur cet ensemble. Sur les gains environnementaux, c'est pareil. Donc là, on voit aussi par travaux et par scénario. Et donc là, on voit qu'on est par exemple à peu près à 160 tonnes équivalent CO2 pour les gains environnementaux. Pour les gains financiers, on arrive par exemple près de 70 000 euros de gains financiers annuels. D'accord? Donc voilà à peu près pour cette partie-là. Je tiens également à ajouter un point important pour conclure, juste par rapport à l'année de référence. Sachez une chose,
certains sont inquiets par rapport aux travaux qui avaient déjà été effectués sur leur bâtiment, Xavier, tu sais, qui ont fait par exemple des travaux, admettons, en 2013-2014. Eh ben, justement, l'année de référence qui sera choisie sera à prendre, justement, doit être antérieure à cette année-là, en fait. D'accord? Et justement, les travaux que vous aurez réalisés, justement, à cette date-là, seront déjà pris en compte dans les 30%, dans les 40%, justement, souhaités par le dispositif. D'accord? Si vous faites des travaux en 2015 qui ont permis un gain de 20%, ne prenez pas l'année 2016 comme année de référence. Prenez par exemple l'année 2012, 2013, ou du moins tant qu'elle soit antérieure à 2015, c'est bon pour vous. Ces 20% rentreront en compte dans les 40% souhaités par le dispositif. D'accord? Donc ça, c'est un point important. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de nouveau, ça? J'ai plus souvenir où c'est quelque Alors chose. non, mais malheureusement, on parle très peu de ces petites subtilités. C'est pour ça que j'ai préféré en parler sans être trop technique, d'accord? Mais je pense que les acteurs qui nous écoutent là à l'heure actuelle sont heureux de l'entendre. Ça doit être un point très important. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important c'est pour ça que c'est déterminant, hein, l'année de référence, encore une fois. Hein, Ouais. d'accord? Ce que vous avez fait comme travaux. D'ailleurs, je fais juste une analogie par rapport à la copropriété que tu connais aussi, Yacine, sur les MaPrimeRénov'. Bon, je ne vais pas rentrer dans les dispositifs, mais dans la copropriété, c'est pas le cas. Hein. Les travaux qui ont été faits récemment ne sont pas pris en compte dans les Non, économies d'énergie. Donc, c'est une bonne chose pour le tertiaire que ce soit le cas et il faut en profiter. C'est le message que tu veux passer. Il y a tout des à fait. questions. Merci pour cette présentation, Yacine. Qui est bien clair. Il y avait quelques questions. Tu as parlé d'unités foncières. Là, Stéphane qui pose une question. Des unités foncières séparées par une route. Est-ce que ça peut être considéré comme la même unité foncière, même si c'est Alors, en dessous de 50 mètres, si j'ai bien compris? oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, bien sûr. Alors, en fait, ça va dépendre de l'unité foncière. Quand on parle d'unité foncière, c'est relativement ambigu, mais on va parler de parcelles, d'accord, de parcelles cadastrales. Donc, si le bâtiment, bien qu'il soit séparé d'une route, se situe quand même sur une même parcelle, il est considéré dans une même unité foncière. Ah oui, D'accord? d'accord. Donc, il suffit d'aller sur cadastre.gouv et puis de regarder où est-ce que si ce bâtiment rentre bien dans le même cadastre que la même section cadastrale que le bâtiment de base. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais Si, voilà, si, c'est ça. si, si, Hein. c'est très clair. Très bien. Une question de Monsieur Madame Revaud qui dit les bâtiments occupés par la police municipale sont-ils concernés par des bâtiments de sûreté intérieure? Alors non, ça fait partie justement de la fameuse exception. D'accord? Tout ce qui est bâtiment voué justement à la sûreté intérieure ne sont pas assujettis au décret tertiaire. Et est-ce que les bâtiments donc, occupés par la police municipale sont considérés? Sont assujettis. Sont Ah, eux, ils sont assujettis. assujettis, d'accord. Eux, par contre, ils sont assujettis parce que, si vous voulez, l'activité, encore une fois, qui est hébergée à ce niveau-là, donc c'est-à-dire les bureaux, c'est la partie administrative ou peu importe, hein, c'est une activité tertiaire. Donc, assujetti, oui. Dans les écoles, on entend construction provisoire. Là, je continue la question. Construction provisoire, on voit souvent dans les écoles ont été rajoutés quelques bungalows pour une petite année, et puis ils sont restés ces bungalows Alors, en salle de excuse-moi, classe. Xavier, j'ai pas entendu, pardon. Dans des écoles, on voit des fois des bâtiments provisoires qui sont Mhm, positionnés. Là, je prends un exemple que je connais, hein. mhm. Et je ne veux pas stigmatiser les écoles, mais des bâtiments provisoires du coup, qui sont un peu pérennes, des bungalows qui ont été mis comme des salles de classe et puis qui sont restés parce que derrière, les travaux n'ont pas été faits. Est-ce qu'ils sont considérés comme bâtiments provisoires ou bâtiments un peu définitifs? Est-ce qu'ils rentrent dans les Alors, surfaces? alors, alors, très très bonne question. Alors là, bien sûr, là, c'est un cas relativement particulier. Alors, ce qu'il faut voir, c'est en fait se renseigner et de savoir si justement, parce que tu l'as dit toi-même, ça c'est périn, mais périn jusque quand est-ce que vous comptez le laisser ou est-ce qu'il y a déjà une date de destruction ou autre? Si rien n'est engagé par rapport à ça, c'est-à-dire s'ils comptent justement les garder, alors oui, ils sont assujettis. Hmm. Ah oui. D'accord? Euh, Puisque de base, c'était provisoire. De base. Mais si par la suite, ils ont décidé justement de conserver ces choses-là et qui ne sont pas dans l'optique de les détruire, bah dans ce cas-là, non, ils sont assujettis, Xavier. Ouais. Est-ce qu'il y a un spectateur anonyme là, pour l'exemple que tu as donné là, sur les économies, si j'ai bien en tête, c'est autour de 70 000 ou 80 000 euros C'est ça. d'économies par an. La question, c'est quoi le coût d'investissement sur le scénario 1? Très, bo- Tout le monde très, très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Et c'est Alors, quoi le retour sur investissement? Ouais. le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place, si vous voulez, je voulais pas rajouter trop de,
de diapo hein, par rapport au temps fourni. Alors, sur ce projet-là, donc, qui était le projet des douanes, donc sur ce premier scénario, nous étions sur 2,1 millions d'investissement. Donc, ce qui fait un retour sur investissement. Alors, attention, alors pour être exact, je vais donner le chiffre exact parce que du coup, je l'ai devant moi. Clac, clac. Alors, on était bien sur le scénario 1, c'est bien ça, donc le scénario de base, donc avec les premiers petits travaux. Alors, autant pour moi, on était sur 878 000 euros. 878 000 euros pour le scénario 1. Oui, donc ça fait 10% d'économie tous les quasiment, ans. Quasiment. Ouais. Donc, ce qui est énorme. Hein. Quasiment. Tout à fait. Merci à toi, Yacine, pour cette présentation.